This episode is brought to you by Accenture. When your advertising operations fall out of sync, everything else follows. Spotify and Accenture are working together to reinvent the rhythm of ad sales, using automation, analytics, and smarter workflows to simplify campaign delivery and access better data across the business. The result? Less time spent on operations, more time connecting brands with the moments and fandoms that matter most. Learn more at accenture.com/Spotify. When you need to build up your team to handle the growing chaos at work, use Indeed Sponsored Jobs. It gives your job post the boost it needs to be seen and helps reach people with the right skills, certifications, and more. Spend less time searching and more time actually interviewing candidates who check all your boxes. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Need a hiring hero? This is a job for Indeed Sponsored Jobs. Dans le dernier podcast, je vous ai parlé de mon abonné pervers narcissique avec lequel j'ai eu une histoire. Et si vous avez bien écouté, je vous parlais également d'un autre homme dedans dont j'étais attirée. Et c'est de lui que l'on va parler aujourd'hui dans ce podcast. C'est Steph de Ponycorn et c'est parti pour un nouveau podcast. Je me suis dit que j'allais aller dans l'ordre avec vous et que j'allais vous raconter toute mon histoire de ma crise de la quarantaine. Je ne vais pas vous refaire le topo, mais pour ceux qui ont écouté le dernier podcast, j'ai environ 38 ans. Aujourd'hui, j'en ai 40, donc c'était il y a 2 ans. Et je fais une espèce de crise de la quarantaine. Je suis mariée depuis plusieurs années. À l'époque, il me semble que ça faisait 8 ans que j'étais mariée. Et je me remets en question totalement. Mon couple, ma vie, tout, je ne sais pas pourquoi, il y a tout qui bascule. Il faut savoir que je suis en couple depuis l'âge de mes 17 ans, alors pas avec le même homme certes, mais j'ai eu très peu d'histoires dans ma vie et surtout je n'ai jamais été célibataire et je me suis mis en ménage tout de suite, c'est-à-dire que j'ai habité à l'âge de 17 ans et demi avec mon copain et je n'ai jamais arrêté de faire ça. J'ai rencontré un autre homme, j'ai habité avec lui, etc., etc. J'ai eu 4 hommes à cette époque-là dans ma vie, toutes des histoires très longues et sérieuses. Et je pense que je n'avais pas assez vécu ma jeunesse et il a fallu un jour ou un moment donné, je me suis posé la question en me disant « J'ai bientôt 40 ans, est-ce que c'est pas le moment de profiter de la vie ? Est-ce que je suis vraiment heureuse ? Est-ce que la vie que je mène actuellement me correspond vraiment ?» Et plus ça allait, plus les réponses à mes questions, c'était non, 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 non. À l'époque, j'étais très heureuse en couple, dans le sens où mon mari, Jérémy, c'est vraiment une personne extraordinaire. C'est quelqu'un de très gentil, de très patient. On n'avait certes vraiment pas les mêmes centres d'intérêt et le même caractère, mais on était très complémentaires et on travaillait ensemble. On a travaillé longtemps ensemble, quelques années ensemble, et c'est là où on s'est rencontrés. Mais ça, je vous le raconterai dans un nouveau podcast, Mais ça, je vous le raconterai dans un autre podcast. Je pense que ça peut être sympa aussi d'avoir l'histoire que j'ai eue avec Jérémy. Aujourd'hui, c'est mon meilleur ami, donc j'ai rien perdu. Bien au contraire, j'ai gagné une amitié avec Jérémy qui est vraiment incroyable. Et je pense que c'était vraiment ça, la bonne relation à avoir avec lui. Bref, on n'est pas du tout là pour parler de ça aujourd'hui. Dans ce podcast, je tiens à, à avertir les plus jeunes que c'est un podcast un peu olé olé, donc je vous préviens. Donc je vous préviens, si vous n'avez pas envie d'entendre des trucs un peu sexe, un peu hot, il ne faut pas du tout écouter ce podcast. Donc pour situer, on est le 21 octobre, je m'en rappelle exactement puisque c'est la date de mon anniversaire. Et ce jour-là, je dois aller chercher mon mari de l'époque. Mon mari de l'époque, ça fait bien, ça fait genre j'ai eu 50 maris, mais je dois aller chercher Jérémy, mon mari, à l'époque, puisqu'il termine en fait son dernier jour à son travail et du coup il va venir travailler avec moi pour Ponycorn. C'est vraiment le jour de ouf et je dois aller le chercher puisqu'il a une voiture de fonction et il doit la rendre et c'est à moi d'aller le chercher. Et là, j'arrive donc dans son entreprise et je tombe avec un de ses collègues par hasard, mais vraiment bonjour, très, très simplement, très calmement. Il se passe rien, on se dit bonjour. Mais je le vois, il est très jeune, il est très très jeune ce collègue. Je le vois
me regarder. Mais vraiment sans aucun... avec le recul aujourd'hui, sans aucune envie ou sans aucune particularité. Mais, je sais pas, ça me trouble. Et c'est vrai qu'à l'époque, moi, je suis dans le cheval, je suis prestataire de services équestres. Également, je travaille pour moi, pour Ponycorn. Donc, finalement, je sors pas beaucoup de chez moi, ou en tout cas, c'est toujours les mêmes personnes que je vois dans le service équestre, c'est toujours les mêmes clients. Ça fait plusieurs années que je fais ça. C'est un peu la routine, le train-train, et je rencontre finalement peu de nouvelles personnes. Et là, je sais pas, ça me trouble. Son regard me trouble. Je vois qu'il me regarde, je vois qu'il avec curiosité, il est un peu insistant. Et c'est vrai qu'avec le recul aujourd'hui, vu que c'est quelqu'un de très jeune, il est beaucoup plus jeune que moi, il a 14 ans de moins que moi, et je pense que cette génération-là est beaucoup sur les réseaux. Et en fait, ça devait l'intriguer que j'arrive à gagner assez d'argent avec la société Ponycorn pour que mon mari puisse s'arrêter, entre guillemets, de travailler. Alors, il s'arrêtait pas de travailler, il travaillait avec moi, bien sûr, mais selon lui, je pense que c'est ça, avec le recul. Mon mari s'arrêtant de travailler, c'était incroyable d'être influenceur et de gagner de l'argent. Je pense que c'était vraiment ce regard-là qu'il avait sur moi. Et à l'époque, je me trompe complètement. J'ai l'impression que je lui plais. Alors aujourd'hui, je dis je me trompe complètement puisque j'ai eu la réponse après, dans le futur. Mais à ce moment-là, je suis persuadée qu'il me regarde avec des yeux d'homme et que je lui plais. Et ça me trouble. Et ça me trouble vraiment. Et c'est la première fois, depuis que je suis avec Jérémy, qu'il m'arrive une chose comme ça. J'étais complètement focus sur lui. Moi, en couple, je suis quelqu'un de très fidèle, j'ai des œillères. Et vraiment, j'étais très amoureuse de mon mari à l'époque. Et pour moi, c'était inconcevable que je m'intéresse à un autre homme ou que je regarde un autre homme. Et là, je sens un espèce de plaisir coupable à ce qu'un homme me regarde et je me dis, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc là, on est au mois d'octobre. Et ça rumine, et ça rumine, et ça rumine. On est invité à une soirée de Noël dans l'ancienne entreprise du coup de Jérémy au mois de décembre. Et vu qu'il a des très bonnes relations avec cette entreprise, l'entreprise l'invite quand même s'il est plus dans l'entreprise avec sa conjointe. Donc je suis invitée. Et là, dans ma tête, je me dis... Waouh, je vais revoir le collègue en fait. Et il m'était pas sorti de la tête. Il m'avait troublé du mois d'octobre jusqu'au mois de décembre. Et là, truc improbable, moi je suis quelqu'un de très nature, peinture à l'époque. Certes, je suis dans le cheval et tout ça. Je suis pas quelqu'un de très coquette à cette époque-là. Je le suis, mais je suis un peu dans une routine de couple. Je sais pas si vous voyez un peu le délire, mais je suis un peu dans une routine de couple où tu cesses de faire attention à toi. Moi, à l'époque, Jérémy, c'était quelqu'un qui se laissait un petit peu aller, qui avait pris beaucoup de poids, et j'avais lâché l'affaire, en fait. Je m'étais dit, mais si lui, il fait ça, moi aussi, je m'en balèque, je fais plus attention à ce que je mange, je fais plus rien. Et c'est vrai que j'avais pris du poids, et puis j'étais pas super bien dans mes baskets, je m'habillais plus très bien, je gardais mes affaires de cheval bien souvent, je me maquillais plus trop. Et là, je sais pas, j'ai un espèce de regain de truc et je me dis, waouh, il y a la soirée de Noël et tout, il faut que je m'achète des fringues, il faut que je me pimpe, il faut que je sois bonasse, quoi. Et là, truc de malade, je me dis, en plus, mais c'est bizarre, j'ai cette image de cet homme qui me reste dans la tête, et en plus, j'ai envie de prendre soin de moi, quoi. C'est trop chelou, en vrai, c'est trop chelou. Bref, je sens que je suis pas à l'aise avec ça, mais je le fais quand même. Je m'achète des fringues. Je me rappelle à l'époque chez Mango, je crois, et je m'achète une espèce de petite combi et tout ça. Bref, j'essaye d'être féminine de nouveau. Je prends ma taille en plus, aparté. Je prends ma taille que j'avais dans la tête sans avoir grossi, donc un S. Je me retrouve saucissonnée dans cette combi à tel point que quand je la mets, je la craque. Enfin bref, l'histoire ridicule. Bref. Donc j'arrive à cette soirée de Noël avec ma combi un peu craquée entre l'entrejambe. Enfin, laisse tomber, je vous laisse imaginer le sketch. Et je revois le collègue. Je revois cet homme. Et là, je me dis, waouh, il se passe un truc en moi, là, je comprends pas. Et là, le mec, mais clairement, il s'en balèque. Mais il s'en balèque. Faut se rappeler que
le mec, c'est un ancien collègue de mon mari, de mon mari de l'époque. Il m'a vu une fois, 2 fois dans sa vie. Et c'est Jérémy qui lui parlait de moi, puisque ça l'intriguait, ce jeune homme de 24 ans, que je puisse gagner de l'argent sur les réseaux et que Jérémy puisse s'arrêter de travailler pour travailler avec moi, en fait. Donc là, il s'emballait, il me dit bonjour vraiment poliment. Il échange 2 mots avec moi et moi, je deviens complètement à l'intérieur de moi volcan, quoi. Je sens son... Alors, je suis quelqu'un de très olfactive, donc je suis très sensible aux odeurs. Et quand un homme ou une femme même, hein, c'est pareil, me plaît en niveau odeur, eh bien, je kiffe, quoi, normal. Alors je parle de femmes, mais je suis attirée uniquement par les hommes, mais ça marche aussi dans l'amitié. J'ai vachement de mal avec les odeurs, donc je sais pas que je peux pas être amie avec une odeur qui me plaît pas, mais c'est plus compliqué pour moi. Mais ça n'a rien à voir avec l'odeur corporelle, quelqu'un qui sent mauvais ou pas. Par exemple, ça va être dégueulasse ce que je vais dire, mais mon chéri, quand on fait du sport et qu'il sent la transpiration, mais j'adore son odeur corporelle, en fait. Donc c'est pas une question de parfums. Il y a des parfums que je déteste chez les gens. J'ai croisé dans ma vie, je me rappelle, j'avais un collègue à une époque qui avait un parfum qui sentait très bon, hein. Il était très propre sur lui, il sentait très très bon et il avait un parfum. Je ne supportais pas son odeur et quand on faisait des réunions, il se mettait toujours à côté de moi puisque c'était comme ça lors de la réunion, c'était un calvaire. J'avais envie de dégueuler pendant 1h30 dans la réunion alors qu'il sentait le parfum. Donc bref, tout ça pour vous dire que ça se contrôle pas, c'est pas le parfum qui fait que, c'est l'odeur, je sais pas, l'odeur de la personne. Et lui, donc, il sentait le parfum et son odeur corporelle et ça me rendait folle. Et quand il m'échangeait quelques mots à côté de moi, j'étais là, waouh, j'avais un volcan en moi que je comprenais pas et je me disais, c'est pas normal, Stéphanie, c'est pas normal, t'es mariée, pourquoi tu ressens ça, c'est pas normal. Bref, je passe toute la soirée à essayer de choper son regard, à me rapprocher de lui sans le vouloir. Je me rappelle inconsciemment me retrouver à côté de lui et me dire « Mais Steph, ça fait la 10e fois que tu le vois à ta gauche. Il y a un moment, il faut que tu changes de stratégie. Enfin, c'est même pas une stratégie, c'est inconscient. Je me dis « Mais arrête en fait, qu'est-ce que tu es en train de faire là ?» Bref, j'en suis tellement chamboulée que quand je suis assise à un endroit, je bois un verre, je me rappelle, il vient s'asseoir à côté de moi, parce qu'il n'y avait plus de place, hein, c'est pas... avec le recul aujourd'hui, tu vois, je suis en train de me dire, mais je me faisais des films tellement, il m'obsédait. Il vient s'asseoir à côté de moi, et là, de tellement chamboulé, j'en fais tomber mon verre. Et j'en mets partout, sur le parquet et tout, enfin bref, l'affiche. Et Jérémy, lui, on était très indépendants hein, dans notre couple. Avec le recul, on avait vraiment une relation de potes, hein, colocataires, je dirais même à cette époque-là. Mais lui, il est parti faire sa life avec ses collègues. Il n'en a strictement rien à foutre que je sois là. Hein. Moi, je connais personne. J'essaye de discuter tant bien que mal avec des gens, mais que je connais pas. Heureusement, ils sont très gentils. Tout se passe bien, mais c'est vrai qu'on était très indépendants. Mais moi, ça m'allait très bien, hein, franchement. Donc, j'étais un petit peu toute seule. Et puis, je me retrouve à faire tomber ce verre. Lui, le jeune homme qui me chamboule à côté, se met à rigoler gentiment, mais voilà. Et je me rappelle aller aux toilettes chercher du papier toilette, justement, pour éponger. Et hyper mal à l'aise. Et dans les toilettes, je me dis, mais Steph, mais calme-toi, quoi. Qu'est-ce qui t'arrive ? Bref, on rentre de cette soirée. Et là, il sort pas de ma tête. C'est vraiment un truc de fou. Je n'arrive pas à ne pas y penser. Quand je passe en fait devant son travail, qui est l'ancien travail de Jérémy, mon mari de l'époque, je suis hystérique à l'intérieur de moi. Je me dis, il est là, il est à quelques kilomètres, c'est une 2x2, donc on voit l'entreprise au loin. Je dis, il est à quelques kilomètres de là. Et ça m'obsède à tel point que j'en rêve la nuit. Je n'ai qu'une idée en tête, c'est de revoir cet homme. Et du coup, je commence à en parler à Jérémy, à mon mari de l'époque, parce qu'on était vraiment des gens très, très dans la... Comment dire ? On se cachait rien, on se disait tout, quoi. On avait du mal à communiquer sur les problèmes de notre couple, par exemple, mais on se cachait rien. C'est-à-dire qu'on était très francs, et moi, je suis quelqu'un de très réglo, très fidèle, et là, ça faisait quand même 2 mois que je pensais à cet homme et qui me chamboulait, et j'avais besoin d'en parler à mon mari. Donc je lui en parle, mais c'est délicat parce que je sais qu'il est très ami avec lui, donc je lui parle que
je suis chamboulée, que j'ai besoin d'aller voir ailleurs peut-être, que machin. Je lui explique dans le flou, parce que j'ose pas lui dire que c'est son collègue en fait qui me rend comme ça. Il comprend, puisque on a toujours été très clair là-dessus, c'est-à-dire que quand on s'est connus, je lui ai toujours dit que je pensais, étant donné ma situation, que j'avais jamais été célibataire, que vers 35, 40 ans, peut-être que j'aurais envie d'être en couple libre et soit de faire de l'échangisme, soit de partir avoir des relations, moi de mon côté, lui de son côté, et en toute liberté, tout en restant marié, en couple, ça ne change rien au sentiment. Et je lui explique ça. Je lui dis que j'ai probablement l'envie, que le regard des hommes ne m'est pas indifférent et que je pense que le moment est venu pour moi de ressentir ce besoin-là. Il comprend totalement, mais lui me dit, moi j'ai pas envie de faire de l'échangisme, hein, je te le dis tout de suite, ça me plairait pas de te voir avec quelqu'un devant moi. Non, je suis pas ok avec le couple libre pour l'instant, j'ai besoin de digérer, donc laisse-moi le temps. Et je lui dis ok, pas de problème, je lui dis je te fais part de mon envie, mais si tu es pas d'accord, il n'y a pas de souci. Et se passe plusieurs mois comme ça. Je lui en parle, je crois, au mois de décembre, janvier, je crois, et les mois passent. Les mois passent et je pense toujours à cet homme-là, tout le temps. Alors, il suit mes réseaux également et des fois, il m'envoie un petit like ou un message privé pour réagir à mes stories. Sauf que moi, je pensais qu'il croyait qu'il n'y avait que moi sur les réseaux, comme c'est le cas, hein, et c'est toujours le cas, même avec presque 3 millions d'abonnés, on est toujours que deux, enfin plus qu'une, puisqu'on a séparé la société. Jérémy s'occupait de la boutique en ligne qui n'existe plus, maintenant c'est mon agent, mais moi je gère toute seule tous les réseaux, hein. Les gens pensent qu'on a une équipe, pas du tout, je suis toute seule. Et à l'époque, c'était pareil, sauf que il pensait, étant donné qu'il s'entendait très bien avec mon mari Jérémy, que c'était Jérémy qui gérait aussi les réseaux. Et en fait, quand il réagissait à mes stories, en fait, il réagissait aux stories de Ponycorn en espérant que son pote, ancien collègue, il fasse une petite private joke. Et du coup, il envoyait des petites blagues, des petits machins. Je me disais, c'est pas possible, il me drague. Et en fait, je me faisais des films. Je me faisais complètement des films, tellement obsédée par cet homme que je pensais que j'intéressais. Donc, ma manière à moi, je me suis dit, vu que j'ai pas d'autres moyens de communication que par les réseaux, je commence en story à jouer mon personnage de Justine, qui est une cavalière un peu chaudasse, inspirée un peu par cet homme, en me disant, je pense à lui, tout ça et tout ça. Mais quand je vous dis, il m'obsédait. Et c'était tellement nouveau pour moi, c'était la première fois, ça faisait 10 ans qu'on était ensemble avec... mon ex-mari et 8 ans de mariage, c'était la première fois que ça m'arrivait, que j'étais complètement chamboulée. Ça me dépassait, c'était vraiment quelque chose qui me venait du fin fond de moi et qui me sortait. Et je communiquais, entre guillemets, comme ça, par les réseaux, en faisant des petites stories, avec des petites photos, un peu clin d'œil, avec Justine, machin, bref. Complètement débile la nana, au passage, je vous le dis. Et les mois passent et Jérémy ne me donne toujours pas de réponse quant à notre couple, notre relation libre que je lui demande. Et il me fait part, à un moment donné, il me dit mes collègues me manquent, mes anciens collègues, il me dit est-ce que on ferait pas une petite soirée pour les inviter à l'apéro ? Et je lui dis mais bien sûr, au contraire, bien entendu. Je me dis c'est peut-être l'occasion de revoir le jeune homme de 24 ans, son collègue. Et là, je me dis, let's go. On fait une soirée de malade. Alors, moi, j'adore les soirées. Je suis une grosse fêtarde, de base. Bon, bien sûr, quand j'étais en couple avec Jérémy, c'était un peu moins le cas parce que lui, il est pas fêtard, pas trop. C'est pas son délire. Mais alors, moi, j'adore ça. Et on faisait une fois par an une grosse soirée avec nos amis. Et j'organisais le truc de ouf avec déguisement, jeux, enfin bref. En plus, on avait nos écuries avec une carrière et des obstacles et tout ça sur place, c'était notre maison. Donc, autant vous dire que je m'éclatais. Et là, je lui dis, mais on n'a qu'à faire. On appelait ça les recettes pompettes, nos soirées de ouf, parce qu'en fait, bref, ça fera l'histoire d'un nouveau podcast, ça. C'était nos soirées recettes pompettes. C'est très drôle comme concept. Je vous raconterai ça dans un autre podcast. Et je dis à Jérémy, on n'a qu'à faire une recette pompette avec tes collègues. Et on fait une soirée de malade. Il me dit, ouais, bonne idée, bon, ça c'est juste des collègues. Je dis, non. Je lui dis, ça va nous faire du bien, nanani, nanana.
Il me dit bon d'accord. Et là, je me dis, c'est le moment. Là, je sais que je vais le voir, normalement. Et du coup, on va faire une soirée de malade. Donc j'organise la soirée, je lui demande alors qui c'est qui vient, etc., etc., etc. Et il dit oui, tu sais, mon petit collègue, donc celui qui m'intéresse, tu sais, il est jeune, hein, je sais pas s'il va venir, machin, tout le monde viendra peut-être pas, on va peut-être être 3-4. Je dis c'est pas grave, c'est pas grave. À l'intérieur de moi, je dis si, c'est grave. Bref, et du coup, je décide de engager la conversation sur les réseaux grâce à cette excuse-là avec le jeune homme. Et là, il comprend dans les messages privés que ce n'est pas Jérémy qui lui parle, mais moi. Et là, il se dit ah ouais, je pensais que c'était Jérémy qui gérait un peu les réseaux. Je lui dis non, c'est moi et tout. Il dit ah d'accord, ok. Donc j'entame un peu une discussion. Je dis alors tu viens à la soirée. Donc il y avait du temps, hein. Il y avait du temps puisque à la soirée, on était au mois de mars, je crois, février-mars, et la soirée se passait au mois de juin, un truc comme ça, quoi. Mais je lui dis, ouais, ça va être sympa, nanani, nanana, ça tient à cœur Jérémy. Donc il me dit, je vais voir. Et on s'ajoute sur WhatsApp, enfin, c'est moi qui lui demande, hein, c'est moi qui fais tout le temps la démarche à chaque fois. Hein. On l'ajoute sur WhatsApp, machin, je commence à lui envoyer de plus en plus de petits messages, salut, ça va. Et lui, il répond toujours, mais très poliment. Oui, merci, et toi? Et je lui dis, bah oui, ça va. Et il relance jamais. Donc moi, désespérée, je me dis, oh là là. Et en plus, c'est pas bien, parce que j'ai parlé effectivement à Jérémy, mais Jérémy ne m'a pas dit qu'il était OK pour qu'on fasse une relation libre à ce moment-là, au mois de mars-avril. Et je discute. Alors, je discute en tout bien, tout honneur, mais à l'intérieur de moi, je suis poussée par quelque chose. Alors, je suis pas en train de me dire j'ai envie de me le taper à ce moment-là. Hein. Je ne maîtrise pas. J'ai besoin, j'ai envie d'avoir un contact avec lui. C'est tout ce qui m'intéresse. Les mois passent, je continue de discuter avec lui et ça devient un petit peu plus un jeu. Je sens que lui, il a capté qu'il m'intéressait et ça l'amuse. Alors, il faut savoir que j'ai pas dépeint le portrait de ce jeune homme. Sincèrement, c'est une cata puisqu'il est en couple. Et en fait, c'est pour ça qu'il m'intéresse. Alors, pas parce qu'il est en couple, oulala, le truc qu'il faut pas dire, pas du tout. Il est en couple, c'est ça qui me dérange. Mais par contre, Jérémy me raconte ses histoires à chaque fois. Et c'est pour ça qu'il m'a en fait intéressée quelque part. Parce que quand je l'ai vu le 21 octobre, j'ai pu mettre un visage sur les histoires que Jérémy me racontait. Et en fait, c'est le charreau. Il est pas trop mal physiquement. C'est un petit jeune homme un petit peu beau gosse qui a un peu confiance en lui. Et en fait, il se tape toutes les clientes de son âge, les collègues, tout, il y a tout qui passe. Et ce petit jeune homme est en couple. Et ça, c'est très délicat parce que moi, je trouve ça aberrant et ça me fascine. Et en fait, ça fait des années que Jérémy me raconte ses histoires de charreau dans tous les sens et il a des histoires pas possibles. C'est vraiment quelqu'un de manipulateur. Sa copine avait trouvé qu'il la trompait, mais il réussit quand même à lui... Enfin, bref, un petit con, un vrai petit con. Et ce petit charreau, du coup, il m'intrigue depuis des années. Et je le vois, ce fameux 21 octobre, je lui mets un visage dessus. Et je pense que c'est toute cette fascination de me dire mais comment c'est possible de tromper autant de fois sa copine et que cette pauvre petite copine, elle voit rien. Et là, voilà. Et moi, me revoilà. Alors, avec beaucoup de charme, bien entendu. Et puis, je suis dans une période de ma vie, comme je vous le dis, où je tombe sous le charme, je pense vraiment par hasard. Il s'est trouvé là, et puis j'étais pas bien dans ma peau, et je me dis paf, et puis voilà, quoi. Ça s'arrête là, hein, faut pas chercher plus loin. Il est en couple, mais ça me dérange, parce que moi, je suis quelqu'un de réglo, et je me dis, mais la pauvre, et ça me fascine. En fait, je me dis, mais comment elle peut ne pas voir tout ce qu'il fait? Et bref, s'instaure un petit jeu, et moi, je me retrouve dans cette manipulation, puisque je suis une des meufs qui discute avec lui sur les réseaux, alors qu'il est en couple, quoi. Et moi aussi. Et c'est ça qui est horrible. Et Jérémy ne le sait pas, à ce moment-là. Il sait que j'ai besoin d'une relation libre, mais il sait pas que je discute avec son ancien collègue, qui est en plus un de ses potes. Enfin, un de ses potes, avec quelqu'un avec qui il s'entend bien. Donc là, franchement, je suis pas fière de moi. C'est peut-être la pire chose de toute ma vie que j'ai pu faire en couple, à l'heure d'aujourd'hui. Bien sûr, il le saura plus tard. Je vais vous raconter la suite. Donc, arrive... on s'échange des messages avec ce petit collègue. Et il comprend. Il comprend de plus en plus. Et arrive cette fameuse soirée. Et en fait, jusqu'au dernier moment, on n'est pas sûr qu'il puisse venir. Et moi, je comprends pas, parce qu'il avait dit oui à Jérémy. Moi, il m'avait dit oui.
message, mais toujours en tout bien, tout honneur, les messages. Mais moi, j'essaye d'envoyer des petits trucs pour qu'ils comprennent, qu'ils m'intéressent, machin et tout. Et je me dis, s'il vient à la soirée, c'est qu'il y a quelque chose. Et en fait, il dit à Jérémy, non, je peux pas venir parce que ma copine, elle a pas envie que je vienne, elle en a marre, elle m'a mis un ultimatum, elle m'a dit que si je venais à cette soirée-là, en gros, on serait plus ensemble. Et là, je me dis, mais pourquoi ? Je comprends pas. Jérémy non plus, il me dit, mais je comprends pas. Alors, Jérémy n'est pas au courant qu'on s'envoie des messages, mais les messages sont en tout bien, tout honneur, entre guillemets. Et puis, en fait, il se passe rien, concrètement. Sauf que j'ai appris plus tard de sa bouche à ce petit collègue-là que, en fait, sa copine était tombée sur des messages de moi, lui en envoyant. Et vu que je lui tendais quelques perches, et qu'elle est pas con, elle lui avait interdit de me voir et d'aller à cette soirée, même si c'était la soirée de Jérémy, parce qu'elle soupçonnait le truc. Ah, tu m'étonnes, pauvre petite mère, au passage. Bref, donc, jusqu'au bout, je ne sais pas s'il vient, jusqu'au bout, il dit à Jérémy, je viendrai pas. Et en fait, tout le monde est là, tout le monde est déjà à la maison, on commence les festivités, on commence les jeux. Et là, je me rappellerai toujours, dans cette soirée, il est vraiment très en retard, hein. Il est 9h passé, tout le monde est arrivé depuis une bonne demi-heure et tout. On avait fait un thème couleur, enfin, c'était super sympa. Tout le monde était venu avec ses conjointes, enfin, c'était super cool. La soirée était bien, mais moi, j'avais un petit truc, je me disais, putain, fuck, il est pas là, quoi. Et en fait, une voiture arrive dans notre cour, et c'est lui. Et il est tout seul. Parce que Jérémy lui avait dit, mais si ta copine, emmène-la, en fait, c'est une soirée de conjoint et tout, machin et tout ça. Sauf qu'on savait pas qu'elle avait soupçonné, enfin, elle m'en voulait d'envoyer des messages à son mec, ce qui est normal. Et il arrive et il est tout seul. Et là, mon cœur, il fait PAH ! Mais ça explose de ouf, comme je viens de vous cracher dans le micro, là. Ça explose de ouf à l'intérieur de moi. Et là, je me dis, c'est pas normal. Là, Stéphanie, va vraiment falloir que tu parles à Jérémy parce que ce n'est pas normal ce que tu ressens en voyant cette personne. C'était un feu d'artifice à l'intérieur de moi. J'étais trop contente. J'avais des papillons dans le ventre. Ça faisait des années que ça m'était pas arrivé. Bref. La soirée se passe. Je vois qui joue. L'alcool, etc. aidant, je vois qui joue. Moi, je suis très, très réglo. Je suis très en retrait même. Et j'essaye de pas trop avoir d'interaction avec lui parce que vu ce qui s'est passé à l'intérieur de moi quand je l'ai vu, je me suis dit maintenant, sérieusement Stéphanie, mets-toi en retrait. Tu peux pas ressentir ça sans en parler à ton mari de l'époque. Sauf que lui, il voit que je le fuis. Donc ça l'attire. Donc il vient jouer avec moi. Et il m'envoie quelques petits trucs. Et il essaye de m'avoir un petit peu toute seule dans la salle à manger. Pendant un moment, je sers un verre. Il vient me voir, il vient me parler. Je sens qu'il y a un truc. Et le gars, il reste c'est le dernier à partir de la soirée. Le dernier. Tout le monde part, il part à 5h du mat. Il rentre chez lui. Et il avait dit à Jérémy, de toute façon, si je fais cette soirée-là, ma copine, elle me fait trop la gueule. C'est limite, si on est encore ensemble, elle m'a foutu un ultimatum. Et je me dis, pour qu'ils viennent, vraiment, c'est qu'il se passe un truc. Et là, il rentre chez lui, je me rappelle, Jérémy me dit... parce qu'il avait bu beaucoup d'alcool, ce petit collègue, et moi, ça me faisait peur. Voilà, on laisse pas les gens partir, mais il était tellement buté qu'on l'a finalement laissé partir. C'est pas bien. Il avait bu beaucoup d'alcool, et il avait de la route, donc c'est vraiment pas bien. Et on lui avait demandé qu'il envoie un message quand il rentre chez lui pour qu'on s'inquiète pas et machin. Donc il envoie un message à Jérémy pour dire « je suis bien rentrée ». Donc voilà, je vais me coucher, je me dis « ok ». Et moi, je reçois un message par Snap où il me dit « je suis bien rentrée, j'ai passé une très bonne soirée ». Et là, je sais pas pourquoi, je me mets à pleurer, mais vraiment pleurer. Je suis dans mes toilettes, je me rappelle, et je me mets à pleurer. Je me dis, je le reverrai plus jamais, probablement, et il se passe un truc, c'est un truc de fou, il m'obsède totalement. Et là, je parle à Jérémy, et je lui dis, alors pas le soir même, hein, mais le lendemain ou 2 jours après, et je lui dis, écoute, j'ai vraiment besoin de cette relation libre, j'ai quelqu'un qui m'intéresse, et je vais te dire qui c'est, parce que c'est trop bizarre, et je me sens mal à l'aise. Et là, je lui dis tout. Les messages qu'on s'est échangés, moi, le mois d'octobre, tout. Et là, pour la première fois de ma vie, je vois mon mari, mon ex-mari, quoi, péter un câble. C'est quelqu'un de très calme. Très calme. Mais il pète littéralement une durite. Il pète une durite complète.
Et là, je me dis, oh, mais là, j'étais trop loin, en fait. Et je lui explique mon mal-être, et je lui dis, mais je veux pas te laisser tomber, mais je me sens pas bien, non, 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 non. Première crise existentielle dans notre couple, on était un couple très paisible, il se passait très rarement des engueulades, on s'engueulait peut-être une fois tous les 6 mois, et encore. Mais vraiment, on était très, très... Lui, c'est quelqu'un de très compréhensif, il était tout le temps à la cool, c'est pas quelqu'un qui communique trop, il est un peu plan-plan, moumou quoi, comme je l'appelais, mais adorable. Enfin, c'est pas quelqu'un qui s'énerve. Et là, il pétait une pile. Et là, je me suis dit, j'étais trop loin, j'étais beaucoup trop loin. Se passe cette crise, il me dit, je vais réfléchir, mais il me dit, je suis pas capable, j'ai pas envie, j'ai pas envie pour le moment, et puis je veux surtout pas que tu tapes mon collègue, tu te rends compte, et puis il est énervé, parce qu'il voit qu'en fait, son collègue, il le connaît, c'est un putain de charreau. J'ai bientôt 40 ans, le petit collègue il en a 24, il a qu'une envie, c'est d'avoir une expérience avec une nana plus vieille, parce que ça fait dans son tableau de chasse une coche à cocher. Moi, con comme la lune, à cette époque-là, je me dis mais non, il y a un truc et tout, nanani, on peut avoir une petite connexion. Pas du tout, le mec c'est juste un charreau, il a juste envie de tremper sa nouille dans un corps d'une meuf de 40 ans, quoi, presque quoi. Bref, il me promet de pas lui en parler, pour voir, et puis lui, il est un peu malin, pour voir jusqu'où il va aller, le petit collègue. Et arrive, du coup, cette histoire de décision de couple libre. Jérémy me dit, ok, d'accord, on va le faire. Il me dit, moi aussi, à réfléchir, ça peut me faire du bien, ça peut peut-être redonner un petit coup de peps à notre couple. On va faire chacun notre vie, notre côté. On fait ça cet été, et on voit. Je dis ok. Je me dis, allez, c'est bon maintenant, mon mari est ok. Je vais rentrer dedans et je vais lui dire clairement les choses. Je lui dis, écoute, avec Jérémy, on est en couple libre. Voilà, tu m'intéresses, blablabla, blablabla, blablabla. Est-ce que ça t'intéresse d'avoir une relation libertine avec moi? Et là, bien sûr, c'est un gamin de 24 ans. Il est complètement dérouté parce que ça se passe pas comme ça. D'habitude c'est lui qui chasse. Et des petites jeunes de son âge, et des nanas qui sont un peu farouches, on va dire, entre guillemets, quoique. Et là, il est complètement déboussolé. Alors, je vous dis, il est toujours en couple avec sa petite copine, et moi, je fais ça. Et je vous avoue que selon mon éthique, et aujourd'hui, je n'en suis vraiment pas fière. Et ça me fait beaucoup... j'ai mal au cœur. Ça me fait beaucoup de mal pour cette fille, parce que elle a rien à faire avec un type comme lui, et elle est toute mignonne, toute réglo, elle voit sa vie tracée, et je pense qu'elle a été trompée, sans exagérer, une bonne centaine de fois, depuis le début qu'ils sont ensemble. Et moi, je suis une parmi les autres, puisque on va continuer l'histoire, mais comme vous l'aurez compris, il va se passer quelque chose. Donc, il se débine un peu. Non, ah oui, non, mais tu sais, moi, je suis en couple. J'ai arrêté tes conneries, je connais toutes tes histoires. Enfin bref, là, ça y est, c'est plus la même Steph. Je suis en mode femme fatale, feu au cul. Je peux vous dire que je rentre dedans, quoi. Et bref, ça se tarie un peu. Il me dit, oui, si, d'accord, mais je pars en vacances et au retour de mes vacances, on se voit, machin. Mais par contre, là, je pars en vacances avec ma copine, donc 0 message. Je respecte, je dis ok, j'attends pendant 2 semaines qu'il passe avec sa copine. Et je me dis, au bout de 2 semaines, il va me réécrire. Et il me réécrit pas. Et là, je lui renvoie un message et je lui dis, écoute, moi, non, il me renvoie un message au bout d'1 semaine d'être venu. Parce que moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'ego. Donc si le mec, il veut pas de moi, je me suis dit, c'est pas un problème, je vais aller chercher ailleurs. Et à cette période-là, j'ai contacté Pablo du précédent podcast que je vous avais fait, où je parle de mon abonné pervers narcissique avec lequel j'ai eu une histoire, le fameux Pablo. Et donc je re-rencontre Pablo à cette même période-là. Et donc je dis au petit collègue de 24 ans, je lui dis, écoute mec, tu m'as dit que tu me réécrirais après tes vacances, ça fait 1 semaine que je poireaute où j'attends ton message. C'est bon, je suis passée à autre chose en fait. Donc fous-moi la paix et puis tant pis. Moi j'aime pas les mecs indécis. Je me rappelle lui dire ça. Je lui dis moi j'aime pas les mecs indécis et j'aime pas les gamins. Donc moi j'aime les mecs qui savent ce qu'ils veulent. Toi apparemment c'est pas ton cas. Donc salut. Et là je le pique. Et je le pique tellement fort que le gars ça l'excite encore plus. Et là commence à avoir un petit jeu. Donc moi je suis occupée avec Pablo. Je fais ma petite histoire avec Pablo. Et là, le petit collègue de 24 ans commence à m'envoyer des dick pics, donc des nudes, où il me chauffe en fait. Parce qu'il voit que j'en ai plus rien à foutre, donc il m'envoie des photos de lui, nanana. Et du coup, ça m'attise, parce que c'est le déclencheur de cette relation libre que j'ai
et que j'ai avec Pablo, que j'ai avec mon Jérémy, mon ex-mari, ce déclencheur, c'est lui, ce fameux 21 octobre. Ce petit collègue de 24 ans m'a déclenché ce feu que j'ai en moi actuellement, à cette époque. Et du coup, je me dis, il faut que j'y aille. Si je ne le fais pas, je saurai jamais. Et j'ai besoin de tester cette expérience parce que c'est lui le déclencheur. Donc bien sûr, tout le monde est au courant. Hein. Jérémy est au courant. Pablo, je lui en parle et c'est Pablo, ça le pique. Il est très jaloux. J'en parle dans le podcast. Il faudra que vous l'écoutiez. Il dure 1 heure. Le fameux podcast de cette histoire de ouf avec Pablo, le pervers narcissique. Bref, on n'est pas là. Donc, ça y est. Je me dis, ok, on y va. Let's go. Et je vais voir le petit collègue de 24 ans. Donc, je vous passe les détails, mais laisse tomber. Il avait fait tout un pataquès parce qu'en fait, il habite dans un lotissement où il y a tous ses amis et sa famille qui habitent également. Donc, tous ses voisins, c'est ses potes. Et en fait, il a trop peur que ses potes me voient et qu'ils le disent à sa copine. Parce que le mec m'avait donné rendez-vous chez lui. Ah non, mais un malade mental. Il trompe sa copine chez lui parce que ses jours de repos sont en semaine. Et donc sa copine travaille. Et là, il me dit, écoute, je te donne rendez-vous à un point A, je viens de chercher un point A, tu te caches dans la banquette arrière, tu te couches, je rentre ma voiture dans mon garage et tu sors. Et c'est ce qui se passe. Et moi, je me retrouve comme une cruche à être cachée derrière la banquette arrière. Et pendant un moment, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là, quoi ? Et je me rappelle que je suis là pour me faire ken. Mais les gars, laisse tomber, quoi. Et je me dis, oh là là, il commence à y avoir un peu de conscience. Je me dis, mais le mec, il a une copine, laisse tomber, quoi. Enfin, qu'est-ce que t'es en train de faire, Steph ? C'est de la porcherie, c'est de la boucherie, ce que t'es en train de faire. Bref, je le fais quand même. Les hormones. Je suis quelqu'un de très libéré, on va dire, sexuellement parlant, très fidèle, très très fidèle à l'homme que j'aime. Mais à cette époque-là, l'homme que j'aime était OK pour que je sois en couple libre. Donc ma vie sexuelle était complètement open bar. Et là, je me dis, tant pis, fuck, je fais ce que j'ai à faire. C'est très égoïste, mais enlève sa copine de ton esprit. On arrive dans son garage. Je sors de la voiture, je lui saute dessus, je roule une pelle et le gars, il est tout timide. Il me fait waouh. Tu sens qu'il est mal à l'aise. Bon, je dis ok, on va parler un peu, perte de temps. Et là, on discute et on se met à discuter, mais c'est malsain parce que je rentre dans sa maison et je vois toutes les photos avec sa copine. Et là, je me dis mais quelle horreur, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Et je commence moitié à douter. Et je pense qu'il le voit. Et à un moment donné, il reprend les rênes du truc. Parce que moi, je lui saute dessus dans le garage. Il me met moitié un stop en me disant attends, on va discuter un peu, s'il te plaît. Et le mec a besoin de prendre un peu de recul sur la situation. Et on discute hyper longtemps. Hein. On discute pendant 1 demi-heure au moins. Et moi, ça me paraît interminable. Et je vois les photos de lui et sa copine. Et là, je commence à me sentir mal à l'aise. Et je suis à 2 doigts de lui dire écoute, ramène-moi, ça va pas le faire. Et je pense qu'il le sent. Et là, il reprend les rênes du truc et il me saute un peu dessus. On fait ce qu'on a à faire, sauf que, les gars, le mec s'était mis une pression phénoménale. Alors, il me l'avait dit déjà par message avant qu'il se passe le truc. Il s'était mis une pression phénoménale parce que c'est la première fois qu'il se tapait une meuf d'expérience, une meuf mature. Pour rappel, lui, il a 24 ans, moi j'en ai 38. Et moi, c'était la première fois que je me tapais un petit jeune et ça m'avait toujours fasciné, j'avais toujours eu envie de faire ça. Enfin, toujours eu. Depuis ma lubie. Et je vois que le mec est un peu désemparé, quoi. Et il commence à faire des trucs un peu de malade. Il me prend, il était tout gringalet, mais il avait quand même beaucoup de force. Il me prend, il me jette sur le lit, mais d'une violence. Et là, je fais wow. Je dis qu'est-ce qui se passe ? Et là, le gars, alors attention, bouchez-vous les oreilles, ça va commencer à devenir un peu hot. Le mec il m'a jeté sur le lit, je suis dos au lit. Je suis allongée sur le dos. Le gars prend du recul, il lève la main comme pour me donner une claque, il prend du recul et il vient me claquer la chatte, les gars. Oh, putain. Mais il me la claque d'une violence. Et là, je le regarde, je fais waouh, mais qu'est-ce que tu fais ? Et il refait la même chose pris dans l'élan du truc, paf, il me reclaque la chatte. Mais je dis, mais qu'est-ce que tu fais ? Je dis, qu'est-ce que tu fais là ? Waouh ! Et le gars, il me dit, et je lui dis, non, mais arrête, je dis, ça va pas ou quoi ? T'es malade ? Je dis, doucement, en fait, doucement. Et là, le gars, il dit, ok, pardon, il se sent tout con. Ok, pardon, non, mais je pensais que les meufs de ton expérience aimaient ça. Et là, sur le coup, gros bug, je lui dis, non, pas du tout. Et là, on continue de faire notre affaire. Et pareil, d'une violence, il me jette dans tous les sens, il me prend dans tous les sens. Et on termine notre truc. Moi, je suis complètement chamboulée. Mais il m'a tellement
malmené, entre guillemets, j'allais inventer un mot qui n'existe pas, mais trimballé partout dans la chambre, que je suis dans un état, mais second. Je suis un peu dans la lune. Un peu comme si vous veniez de faire du sport et vous étiez tout essoufflé et on vous avait secoué dans tous les sens. Et bien, vous êtes un peu dans la lune. Et bien, ça me faisait ça. Je reprends, donc il me ramène vite fait, enfin bon, c'est un truc de boucher, hein. Il me ramène à ma bagnole, salut, merci, au revoir, à jamais, quoi. Et moi, dans la voiture, je suis là, complètement chafouinée, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Le mec m'a claqué la chatte 2 fois, et d'une violence sévère. Et il me dit, non mais les meufs de ton âge, elles aiment ça. Pas du tout, mec, t'as rien compris. Bref, je retourne chez moi, et ça me trotte, et puis je me dis, oh, c'était le pire coup de ma vie. J'ai vu ce que j'avais à voir. En fait, il n'y a aucune connexion avec ce mec. Laisse tomber, c'est vraiment un pauvre type parce qu'il trompe sa copine dès qu'il est tout seul chez lui. Il ramène 50 personnes au même endroit. Et puis en plus, il est nul au pieu. Mais sauf qu'il m'a réécrit. Au bout d'une semaine ou deux, parce que moi je coupe les ponts, hein. J'ai fait ce que j'avais à faire, j'en ai plus rien à foutre. Pablo, je commence à avoir des sentiments pour lui. Donc je le vire. Et il revient à la charge, ce petit con. Parce que lui, il supportait pas de ne pas avoir l'attention sur lui, ce petit claqueur de chatte, on va l'appeler. Et il revient à la charge. Il me fait, ouais, moi j'ai beaucoup aimé la dernière fois, est-ce que tu veux qu'on se revoie? Non, non, non. Et moi, je suis cash. Je lui dis, écoute, moi, j'ai pas du tout aimé. Je dis, franchement, je lui dis pas que c'est le pire coup de mon existence parce que je suis pas méchante, mais je lui dis, écoute, franchement, c'est pas mon délire. Je dis, t'étais pas mon style au niveau sexuel, ça me va pas. Je dis, moi, je préfère être plus dans la sensualité que dans la brutalité comme ça, pif paf pouf. Non, c'est pas mon délire. Et là, le mec, il est un peu piqué. Ça doit être sans doute la première fois qu'on lui dit clairement les choses. Et il me dit, ah bon, non, mais moi j'aimerais bien que tu me montres en fait ce que tu aimes bien, ça m'intéresse, je voudrais acquérir de l'expérience et tout ça. Et moi, je sais pas pourquoi, mais vraiment le feu au cul à cette période-là. En plus, Pablo, au niveau sexuel, je vous le raconte également dans l'autre podcast, mon histoire avec l'abonné pervers narcissique, c'est pas formidable au niveau sexuel. C'est quelqu'un qui a beaucoup de panne, qui est un peu dans l'émotion et tout ça, donc c'est compliqué. Et j'ai toujours le feu au cul. Donc je dis au claqueur de chatte, je dis bon, ok, mais je dis par contre, tu me reclaques pas la chatte, et puis tu te calmes, et puis tu me laisses faire. Et on se revoit. Et mais cette fois, on se revoit pas chez lui. Cette fois, on se revoit dans une bagnole au milieu de la forêt. Mais laisse tomber, la boucherie. La boucherie, encore une fois, je me revois, je me dis avant d'y aller, mais Steph, putain, il a une copine, c'est pas correct et tout ça, blablabla. Et là, on fait ce qu'on a à faire dans la voiture. C'est pas mieux, même si je lui montre et je lui explique. Il est dans son truc, un petit jeune de 24 ans qui pense qu'à sa gueule. Hein. Bon, qui pense qu'à sa gueule. Il essaye de bien faire, hein. Il essaye des trucs, il me laisse faire, je lui montre des trucs. Mais bon, je suis pas là pour ça, j'ai pas envie de faire la nounou en fait. Moi, j'ai envie de m'éclater sexuellement, j'ai pas envie de lui expliquer comment ça marche la vie. Donc bref, c'est un peu nul à chier. On se quitte comme ça, c'est merdique, bref. Et puis il revient à la charge, une semaine ou deux plus tard. Je lui dis, qu'est-ce que t'as envie de ken, petit claqueur de chatte? Et il me fait, bah ouais, c'est un peu ça, mais bon, j'essaye de mettre les formes. Je dis, mais ça sert à rien de mettre les formes avec moi en fait. Je dis, on a une relation de cul, donc voilà. Et je lui dis clairement, je lui dis, écoute, ça m'intéresse pas. Franchement, j'ai autre chose à faire, j'ai autre chose de mieux en fait. En gros, je lui dis ça. Je lui dis, moi, c'est pas mon délire avec toi, je m'éclate pas comme je voudrais, donc non, merci, au revoir. Et je lui dis, vraiment, je lui parle franchement en lui disant, ce que tu fais à ta copine, c'est vraiment pas cool. Moi, j'ai un peu de mal avec ça. Donc, je préfère avoir des relations de plan cul avec des mecs célibataires plutôt que de se cacher comme ça. Enfin, moi, ça m'intéresse pas. Et ça me fait de la peine pour ta copine. Donc, franchement, non, merci, mais merci. Et là, le mec, il était tout désemparé. Ah bon, bah c'est dommage, j'avais beaucoup aimé et tout, c'était cool, je comprends, tu veux plutôt une relation sans se cacher, mais moi je peux pas parce que j'ai ma copine et je suis amoureux d'elle. Mec, comment tu peux être amoureux? Enfin, si, apparemment c'est possible, hein, d'être amoureux fou de quelqu'un et de la tromper dans tous les sens ou de le tromper dans tous les sens. Moi, c'est un truc que j'ai jamais compris. Donc bref, je l'envoie gentiment bouler. Je lui dis au revoir, je supprime tous ses numéros et voilà, j'ai plus jamais eu de nouvelles. Alors si, je crois qu'une ou deux fois, il a dû répondre à mes stories et j'ai dû envoyer un smiley, mais voilà, plus jamais de contact avec cette personne. Je l'ai plus jamais revu non plus.
Il a toujours des contacts avec mon ex-mari. Ils sont toujours copains. J'avoue que Jérémy l'avait quand même assez mal pris au moment où je lui avais dit. Et il était un peu dégoûté qu'en fait son collègue fasse ça aussi. Ça, c'était un peu la boucherie, quoi. Mais je suis pas fière de cette histoire, vraiment pas fière. Et j'ai hésité à vous la faire en podcast, pour être très franche, parce que techniquement, il y a plein de personnes que je connais qui peuvent écouter ce podcast et avoir vraiment une mauvaise image de moi, mais ça fait partie de mon histoire, ça fait partie de ma crise de la quarantaine. Et je me suis dit que il fallait que j'en parle parce que peut-être il y a des personnes, des femmes qui sont dans le même cas que moi. Et ce feu qu'on a en soi, enfin, c'est con à dire, mais il faut le laisser sortir. Pas dans la tromperie. Encore une fois, moi, je suis pas là pour inciter les gens à tromper les autres personnes, parce que je trouve ça inadmissible et je n'ai jamais trompé mes copains. Là, en l'occurrence, c'était une relation libre, donc mon mari était au courant, était d'accord et me géolocalisait. Mais jamais je n'ai trompé mes amoureux. Jamais. Ça m'est jamais arrivé. Et je croise les doigts, ça ne m'arrivera jamais parce que j'ai une éthique et je suis vraiment quelqu'un de très réglo et je suis très fière de ça, de n'avoir jamais trompé mes copains. Mais par contre, je suis pas fière d'avoir fait ce plan cul avec ce petit claqueur de chatte parce que lui avait une copine. Et j'étais probablement la 101e personne avec qui il la trompait, mais peu importe, j'ai fait partie de ces personnes avec qui il l'a trompé. Et je suis pas fière, vraiment pas fière de cette histoire. Mais je me suis dit, s'il y a des femmes dans le même esprit que moi, peut-être que ça va les libérer de savoir qu'elles sont pas seules et que ça arrive, d'avoir une espèce de feu qui monte en nous et qu'on peut pas éteindre. Et Oscar Wilde disait que le meilleur moyen d'affronter la tentation, c'est d'y céder. Je confirme, parce qu'en fait, on se fait tout un pataquès. Moi, je me suis fait pendant des mois des films sur ce claqueur de chatte. Je l'idéalisais, je le fantasmais. Et quand j'ai réalisé ce fantasme, je me suis aperçue que c'était nul à chier. Donc ça a tout coupé le désir, tout le fantasme, tout était coupé. Et ça m'a remis quelque part les pieds sur terre et c'était une des premières étapes dans ma crise de la quarantaine. Et je pense que si je n'avais pas réalisé cette étape, mon chemin, qui a duré 2 ans de cette crise de la quarantaine, n'aurait jamais probablement commencé. Et j'avais besoin de cette première étape pour commencer. Je vous ferai la suite dans l'ordre chronologique dans les prochains podcasts avec toutes les histoires que j'ai eues et qui m'ont permis de valider toutes mes étapes de la crise de la quarantaine. Donc ça parle surtout de relations sexuelles, bien entendu, mais c'est aussi émotionnel et un retour à soi, une introspection. Donc rendez-vous dans les prochains podcasts tous les vendredis soirs à 22h. C'était Steph de Ponycorn.